Le 12 octobre 1943, à 7000 mètres au-dessus de la Rhénanie, un B-17 Flying Fortress, numéro de queue 42-3067, tangua violemment lorsqu'un obus de 20 mm déchira son moteur numéro 3. Une fumée noire s'échappa du capot. Dans le cockpit, le premier lieutenant Robert Hayes sentit le manche vibrer entre ses mains. Le nez de l'appareil piqua de 15 degrés. Derrière lui, dans la salle radio, le sergent Mike Donnelly regarda du liquide hydraulique gicler sur la paroi du fuselage comme du sang jaillissant d'une artère. La forteresse était mourante et ils étaient encore à 225 km de l'Angleterre. Au-dessus et sur la droite, le premier lieutenant James Howell vit la scène. Son P-47 Thunderbolt, portant le nom Jersey Thunder peint sous le cockpit, vire à sec pour suivre le bombardier blessé. Howell avait 24 ans, un fils de fermier du New Jersey qui avait cumulé 312 heures de combat au-dessus de l'Europe. Il avait volé sur 72 missions. Il savait ce qui arrivait au traînard. La formation de bombardier poursuivit sa route sans hésitation. Procédure standard. Un appareil endommagé ne pouvait compromettre tout le groupe. Hayes comprenait cela. Son copilote, le lieutenant Frank Morrison, avait déjà les calculs en tête. 3 moteurs. Vitesse maximale peut-être 295 km par heure. L'altitude se perdait à 60 mètres par minute. Des chasseurs allemands tournoyaient comme des requins. Howell actionna sa radio. « Grand ami, ici Jersey 27. Je vous ai en visuel. Restez avec moi. » La voix de Hayes crachota en retour, tendue de contrôle. « Jersey, nous perdons l'hydraulique. Le numéro 3 est en feu. Impossible de maintenir l'altitude. » Reçu, grand ami. Je ne vais nulle part. C'était une promesse qu'Howell n'avait pas l'autorisation de faire. Son jauge de carburant indiquait 58 minutes restantes, peut-être moins selon le régime. Le bombardier rampait à 260 km par heure. L'Angleterre était à 145 km au nord-ouest. Les calculs n'étaient favorables à personne. La mission avait commencé 6 heures plus tôt à Thorpe Abbotts, base du 100e Bomb Group. Hayes et son équipage effectuaient leur 19e mission, un raid de précision diurne contre des usines de roulement à billes à Schweinfurt. Les renseignements promettaient une faible résistance. Les renseignements s'étaient catastrophiquement trompés. 320 B-17 avaient traversé la Manche ce matin-là. La Luftwaffe les affronta avec plus de 400 chasseurs, des Messerschmitt Bf-109 et des Focke-Wulf FW-190. S'élevant en nuée depuis une douzaine de terrains d'aviation. Le ciel devint un abattoir. Des bombardiers tombaient en flammes, tournoyant vers le sol, traînant des débris et des hommes. Les escortes de P-47 combattirent désespérément, mais leur rayon d'action était limité. À la frontière allemande, ils firent demi-tour, les réservoirs presque vides. Le bombardier de Hayes avait subi son premier impact pendant le bombardement. Un éclatement de DCA sous l'appareil, des éclats perçant la fine peau d'aluminium. Le mitrailleur de la tourelle ventrale, le sergent Eddie Martinez, reçut des fragments à l'épaule gauche. Le mitrailleur de sa bord, le caporal Tommy Briggs, fut assommé par un morceau de métal qui cabossa son casque mais ne le pénétra pas. Puis vinrent les chasseurs. 4 FW-190 piquèrent depuis le haut à 11 heures, leurs ailes étincelant sous les tirs de canon. Le mitrailleur de tourelle supérieure, le sergent Paul Richter, déversa des obus de 50 mm sur le chasseur de tête. Les tirs traceurs formèrent un arc mortel. Le Focke-Wulf explosa en plein vol, se désintégrant en épave tournoyante, mais les 3 autres poursuivirent leur attaque. C'est alors que le moteur numéro 3 mourut. Maintenant, 15 minutes après avoir quitté la zone cible, Hayes luttait pour maintenir l'appareil en palier. La forteresse descendait à travers 6700 mètres. Morrison s'efforça frénétiquement de redémarrer le moteur endommagé, mais l'hélice tournoyait inutilement. Pire, l'hydraulique tombait en panne. Sans pression hydraulique, les tourelles ne pouvaient pivoter. Les portes de la soute à bombe restaient partiellement ouvertes, créant de la traînée. « Skipper », dit Morrison calmement, « nous devrions leur dire de sauter. » Hayes ne répondit pas immédiatement. En dessous s'étendaient les champs en patchwork de la France occupée, territoire allemand. Les hommes qui sautaient devenaient prisonniers de guerre s'ils survivaient à la descente. Les combattants de la résistance aidèrent parfois les aviateurs abattus à s'échapper, mais les chances n'étaient pas bonnes.
Et Martinez était blessé. Pourrait-il même sauter en parachute avec une épaule déchirée? Pas encore, dit Ace. Au-dessus d'eux, Howell balaya le ciel du regard. Ses 8 mitrailleuses de 50 mm étaient chargées et prêtes. Le Thunderbolt transportait 3400 cartouches, assez pour environ 34 secondes de tir continu. Il en avait déjà dépensé 600 dans un engagement précédent. Il restait 28 secondes, peut-être. Un mouvement à 2 heures. La tête d'Howell pivota vers la droite. 3 BF-109 peints en camouflage éclaté approchaient du sud. Ils avaient repéré le bombardier blessé. Les traînards étaient des cibles faciles et les pilotes de la Luftwaffe le savaient. Howell n'hésita pas. Il poussa les manettes et vira sec, se positionnant entre les bombardiers et les chasseurs. Le moteur Pratt et Whitney Air 2800 du P-47 rugit. Ses 2000 chevaux le propulsant vers l'avant. Le Thunderbolt accéléra à 555 km/h. Le Messerschmitt de tête le vit arriver et rompit à gauche. Trop tard. Howell aligna le tir et pressa la détente. Les 8 mitrailleuses firent feu simultanément. Le recul ralentit perceptiblement l'appareil. Des douilles vides jaillirent des ailes. Les obus traceurs convergèrent sur le fuselage du 109. Impact. Impact solide. Le cockpit du chasseur allemand vola en éclats. Des morceaux de métal s'arrachèrent du capot. Un liquide de refroidissement blanc gicla du radiateur. Le Messerschmitt se retourna et s'éloigna, traînant de la fumée. Les 2 autres 109 se dispersèrent, montant pour prendre de l'altitude. Ils s'attendaient à une proie facile. Au lieu de cela, ils avaient trouvé un P-47 piloté par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Les Allemands se regroupèrent à 7600 mètres, pesant leurs options. À l'intérieur du bombardier, l'équipage entendit les mitrailleuses de Howell et comprit que quelqu'un les protégeait. « Jersey, merci pour le sauvetage », transmit Ace. « Mais vous brûlez du carburant. Vous devriez rentrer. » « Négatif, grand ami. Vous avez de la compagnie jusqu'à la barrière. » La barrière. L'argot des pilotes de chasse pour la Manche. À 145 km. À 260 km/h au sol, cela signifiait 33 minutes. Howell vérifia à nouveau sa jauge de carburant. 42 minutes restantes. Ce serait juste. Dangereusement juste. Le bombardier continua de descendre. 6000 mètres. 5800. Hayes lutta pour ralentir le taux de descente, mais la physique régnait ici. 3 moteurs ne pouvaient maintenir l'altitude avec des dégâts au combat et des portes de soute partiellement ouvertes. L'appareil était une brique volante. À 5500 mètres, le bombardier traversa une fine couche nuageuse. Pendant 30 secondes, ils volèrent à l'aveugle. Seules les références aux instruments. Quand ils émergèrent dans l'air clair, Howell repéra immédiatement un problème. 5 autres chasseurs, des Bf-109 en formation en V, approchèrent du niveau à 12 heures. Les Allemands avaient demandé des renforts par radio. Cela devenait une attaque coordonnée. Howell se positionna face à la formation ennemie. C'était une tactique qui exigeait des nerfs d'acier. 2 appareils se précipitant l'un vers l'autre à une vitesse de rapprochement combinée de plus de 925 km/h. Les pilotes allemands virent le P-47 solitaire et hésitèrent. Un chasseur contre 5 aurait dû être facile. Mais ce pilote avait déjà tué un de leurs camarades et endommagé un autre. À 2700 mètres, Howell ouvrit le feu. Un tir à longue portée habituellement inefficace, mais il n'essayait pas d'abattre. Il perturbait leur formation, les faisait flancher, protégeant le bombardier derrière lui. Les tirs traceurs traversèrent le ciel. Le Messerschmitt de tête rompit à droite. La formation se dispersa. Howell piqua sous eux, se retourna et remonta en tirant sur le 109 de queue. Plus d'impact. L'appareil allemand trembla et vira, laissant échapper de la fumée de son moteur. Mais le combat n'était pas terminé. 2 Messerschmitt contournèrent, tentant d'attaquer le bombardier par l'arrière. Le mitrailleur de queue de Hayes, le sergent Walt Kendrick, tira une rafale de ses jumelés de 50 mm, mais les armes s'enrayèrent après 4 coups. Kendrick jura et s'efforça frénétiquement de débloquer l'enrayage. Howell vit la menace se développer. Il vira brutalement dans un virage à haut facteur de charge, sa vision devenant grise à la périphérie à cause de l'accélération.
Le P-47 n'était pas réputé pour sa maniabilité, mais Howell avait appris à faire danser le gros chasseur. Il se rapprocha à 550 mètres du 109 le plus proche et tira. Le pilote allemand ne le vit jamais venir. Les obus de 20 mm et les balles de 50 mm balafrèrent la racine de l'aile du Messerschmitt. L'aile se replia vers le haut, arrachée par les forces aérodynamiques. Le chasseur culbuta et disparut dans les nuages en dessous. Les chasseurs allemands restants rompirent l'attaque et s'enfuirent vers l'est. 3 appareils perdus ou endommagés en 5 minutes. Le prix était trop élevé. Le silence. Un silence relatif, du moins. Le grondement des moteurs et le sifflement du vent à travers le métal endommagé, Hayes s'autorisa une profonde inspiration. « Jersey 27, vous venez de nous sauver la vie !» Howell ne répondit pas immédiatement. Il vérifiait sa jauge de carburant. 28 minutes restantes. La Manche était encore à 105 km et le bombardier était descendu à 4900 mètres. Toujours en descente. Morrison regarda Hayes. « Nous n'allons pas y arriver, n'est-ce pas ?» Hayes étudia les instruments. Altitude, vitesse air, carburant restant dans les réservoirs 1 et 2, pression d'huile sur les 3 moteurs fonctionnels. Tout racontait la même histoire. Les chiffres ne mentèrent pas. « Nous atteindrons la Manche, » dit Hayes. Après cela, il ne termina pas la phrase. Après cela, ils amériraient dans l'eau glacée et espéreraient que les vedettes de sauvetage de la RAF les trouveraient avant que l'hypothermie ne s'installe. Le temps de survie dans l'eau de la mer du Nord en octobre était d'environ 20 minutes. Au-dessus d'eux, Howell faisait face à ses propres calculs. Sa jauge de carburant indiquait maintenant 23 minutes. Le bombardier était à 93 km de la côte anglaise. À la vitesse actuelle, cela signifiait 21 minutes de vol. Il serait à court de carburant 1 minute avant que le bombardier n'atteigne la sécurité. Howell prit sa décision. Il réduisit les gaz au régime de croisière minimum, appauvrit le mélange de carburant au maximum d'économie et ajusta le pas de l'hélice pour une efficacité maximale. Toutes les astuces qu'il connaissait pour étendre l'autonomie. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il gagner 2 minutes supplémentaires. En dessous et devant, la campagne française défilait. Petits villages, champs, routes où des camions allemands transportaient des fournitures vers le front, territoire ennemi jusqu'à l'eau. Le bombardier descendit à travers 4600 mètres. L'incendie du moteur numéro 3 s'était éteint. Rien ne restait à brûler, mais la traînée de l'hélice en moulinet et du capot endommagé était énorme. Hayes compensa l'appareil du mieux qu'il put, mais chaque commande semblait lourde. L'hydraulique était presque épuisée. 4000 mètres. Howell resta proche, serpentant au-dessus et derrière le bombardier en un motif protecteur en S. Ses yeux ne s'arrêtaient jamais de bouger. Balayer le ciel, vérifier le carburant, balayer à nouveau. Chaque pilote de chasseurs allemands dans le nord de la France connaissait probablement le bombardier blessé maintenant. Et ils arrivaient. 3700 mètres. Le bombardier traversa une autre couche de nuages. Quand ils émergèrent, Morrison les repéra en premier. Chasseurs, 10 heures haut, 4 non, 6 contacts. Hayes sentit son estomac se serrer. 6 BF-109 dans une formation d'attaque parfaite, piquant depuis 5200 mètres. Les Allemands avaient dû rassembler une meute de chasse spécifiquement pour cette mise à mort. Plus d'attaque de sondage. C'était une frappe coordonnée destinée à terminer le travail. Howell les vit simultanément, 6 contre 1. Le Thunderbolt transportait assez de munitions pour peut-être 20 secondes de tir. Il devrait faire compter chaque rafale. Il poussa les manettes vers l'avant. L'économie de carburant pouvait aller au diable. Et monta à leur rencontre. Le P-47 accéléra vers le haut, le moteur hurlant. Howell sélectionna le chasseur de tête et ouvrit le feu à 1100 mètres. Trop loin pour un tir précis, mais encore une fois, il ne chassait pas les victoires. Il perturbait la géométrie de l'attaque. Le Messerschmitt de tête rompit la formation pour éviter les traceurs. Le schéma d'attaque précis s'effondra dans le chaos. 2 chasseurs virèrent à gauche, 2 allèrent à droite, 2 continuèrent tout droit. Howell isola le 109 le plus à droite et se rapprocha à 365 mètres. Il pressa la détente. Les mitrailleuses de 50 mm martelèrent. La section de queue du Messerschmitt se désintégra sous l'impact. L'appareil cabra violemment,
décrocha et s'éloigna en tournoyant. Mais les 5 autres attaquèrent maintenant depuis plusieurs vecteurs. Howell ne pouvait couvrir toutes les approches simultanément. 209 piquèrent sur le bombardier depuis 7 heures haut. Les tirs de canon étincelants de leurs ailes. À l'intérieur du bombardier, le mitrailleur de queue Kendrick avait enfin débloqué son enrayage. Il pivota les jumelés de 50 mm sur la cible et tira. Les obus de 50 mm déchirèrent le moteur de l'attaquant de tête. Une fumée blanche jaillit du capot. Le Messerschmitt tira brusquement sur le manche et rompit, mais le deuxième chasseur poursuivit l'attaque. Les obus de 20 mm marchèrent à travers l'aile gauche du bombardier, perçant la peau d'aluminium. Un obus explosa dans le réservoir de carburant numéro 2. Le réservoir était presque vide. Ils avaient de brûler la plupart de leur carburant pour atteindre la cible, mais les vapeurs résiduelles s'enflammèrent. Des flammes jaillirent de l'aile. « Feu au numéro 2 !» cria Morrison. Il atteignit les commandes d'extinction d'incendie moteur et actionna la poignée. Du CO2 inonda le compartiment moteur. Les flammes vacillèrent et s'éteignirent, mais les dégâts étaient faits. Le moteur numéro 2 était détruit. L'ailesse se bloqua, gelé en place. Le bombardier volait maintenant sur 2 moteurs sur 4. L'altitude tomba à travers 3350 mètres. Hayes combattit les commandes, essayant de maintenir même un faible taux de descente, mais l'appareil voulait virer à gauche. Le poids des moteurs morts créait un profil de traînée asymétrique. « Skipper, nous devons sauter », dit Morrison plus fort cette fois. Hayes secoua la tête. « Pas encore. Jersey est toujours avec nous. » Et il l'était. Howell avait engagé les chasseurs restants dans un combat aérien sauvage à 3000 mètres. La construction robuste du Thunderbolt lui sauva la vie 2 fois. Des obus de canon frappèrent son appareil, mais ne pénétrèrent pas le blindage derrière le cockpit. Un obus traversa l'aile gauche, manquant le réservoir de carburant de 45 cm. Howell détruisit un autre Messerschmitt, un tir en déflexion sous un angle impossible qui prit complètement par surprise le pilote allemand. Le 109 explosa en plein vol, une brève boule de feu orange laissant une tache noire dans le ciel. Les 3 chasseurs allemands restants rompirent finalement. Ils avaient perdu 3 appareils en essayant d'abattre ce bombardier. Leur carburant était bas. L'engagement n'en valait plus la peine. Howell rejoignit le bombardier, descendant maintenant à travers 2750 mètres. Sa jauge de carburant indiquait 11 minutes restantes. La Manche était à 68 km de vent. À la vitesse actuelle du bombardier, cela signifiait 18 minutes de vol, 7 minutes de moins. Howell actionna la radio. « Grand ami, je vais devoir vous quitter bientôt. État du carburant critique. » Il y eut une longue pause avant que Hayes ne réponde. « Compris, Jersey. Vous avez déjà fait plus que ce qu'on pourrait demander. Rentrez chez vous. » « Négatif. Je resterai avec vous aussi longtemps que possible. » Dans le cockpit du bombardier, Morrison se pencha vers Hayes. « Il va s'écraser en essayant de nous sauver. » Hayes savait que c'était vrai. Les calculs étaient simples et impitoyables. Si le pilote du P-47 restait avec eux jusqu'à la Manche, il serait à court de carburant au-dessus du territoire ennemi. Il devrait sauter ou s'écraser. Dans les 2 cas, il deviendrait prisonnier de guerre. 2450 mètres. Le taux de descente du bombardier s'était accéléré à 90 mètres par minute. À ce rythme, il serait au ras des vagues avant d'atteindre la côte. S'il devait amérir, l'impact déchirerait l'appareil. Les chances de survie lors d'un amérissage, peut-être 30%. Et c'était par mer calme avec un appareil fonctionnel. Ce bombardier tenait à peine. Dans la salle radio, Donnelly utilisa sa pression hydraulique restante pour descendre manuellement le train d'atterrissage. C'était une précaution. S'ils atteignaient l'Angleterre, ils auraient non besoin des roues pour atterrir. Mais avec 2 moteurs en panne et des dégâts de combat sur toute la cellule, même un atterrissage train baissé serait au mieux marginal. 250 mètres. La côte française apparut à l'horizon. Au-delà, 56 kilomètres d'eau froide et grise. Au-delà encore, l'Angleterre, la sécurité, la maison. La jauge de carburant d'Howell toucha la ligne rouge. 8 minutes restantes, peut-être moins. La jauge n'était pas parfaitement précise à faible niveau de carburant. En dessous d'eux, la ville côtière de Dieppe passa en dessous. Les batteries anti-aériennes allemandes ouvrirent le feu.
Des éclatements noirs de DCA explosèrent autour du bombardier. Hayes zigzaga à gauche puis à droite, essayant de gâcher la visée des artilleurs. Un obus détonna assez près pour faire tanguer l'appareil. Des éclats criblèrent le fuselage. À la position de mitrailleur de sa bord, le caporal Briggs, maintenant conscient après avoir été assommé plus tôt, sentit quelque chose de chaud couler le long de sa jambe. Il regarda en bas. Du sang. Un éclat l'avait touché à la cuisse. Pas grave, mais cela faisait un mal de chien. « Mitrailleur de sa bord touché !» cria quelqu'un sur l'interphone. « Grave !» exigea Hayes. « Pas grave, skipper, je peux encore marcher. » 1830 mètres. Ils traversèrent la ligne de côte et survolèrent la Manche. L'eau en dessous semblait sombre et inhospitalière. Conditions de surface. Mer modérée, des moutons visibles. Température de l'eau, environ 10 degrés Celsius. Temps de survie, 20 minutes avant que l'hypothermie ne s'installe. Howell vérifia une dernière fois sa jauge de carburant. 5 minutes. La côte anglaise était encore à 45 km. Il serait à sec 19 km avant la terre. Il prit sa décision. « Grand ami, je descends au ras des vagues. Je vais le poser dans l'eau près de vous. Quand vous amérirez, nous serons dans la même zone. Meilleure chance de sauvetage comme ça. » Hayes comprit immédiatement ce que Howell planifiait. Au lieu de faire demi-tour et d'essayer d'atteindre le territoire français où il pourrait s'écraser et survivre comme prisonnier, le pilote de P-47 choisissait d'amérir dans la Manche à côté d'eux. Il risquait la mort pour rester avec eux jusqu'au bout. Jersey négatif. Vous pouvez encore retourner en France. Vous survivrez comme prisonnier. Je ne vous abandonne pas, grand ami. Nous rentrons à la maison ensemble ou pas du tout. À l'intérieur du bombardier, l'équipage entendit cet échange sur l'interphone. 10 hommes qui avaient accepté leur mort probable avaient soudainement de l'espoir à nouveau. Quelqu'un restait avec eux. Ils n'étaient pas seuls. 1500 mètres. Howell descendit à côté du bombardier, suivant leur taux de descente. Sa jauge de carburant indiquait 3 minutes. Le moteur calerait bientôt. Quand cela arriverait, il aurait peut-être 90 secondes de vol plané avant de toucher l'eau. 1200 mètres. Hayes scruta désespérément l'horizon. Rien. Aucune vedette de sauvetage. Aucun navire, juste l'océan vide. 900 mètres. Le moteur de Howell toussa une fois. Le premier signe de pénurie de carburant. Il changea de réservoir espérant gagner 30 secondes supplémentaires avec le carburant résiduel dans les conduites. 600 mètres. Hayes commença sa liste de contrôle pour amérissage. Morrison lut les points. Sa voix mécanique, détachée, professionnelle jusqu'au bout. Équipage, préparez-vous pour amérissage. Position de crash, impact dans 90 secondes. Dans la section de queue, Kendrick se sangla solidement. Dans la salle radio, Donnelly se cala contre la cloison. À l'arrière, Briggs et les autres mitrailleurs se coincèrent entre les supports d'équipement. Dans la tourelle ventrale, Martinez avait fait pivoter sa position à l'horizontale et essayait de sortir. La tourelle ventrale serait un piège mortel lors d'un amérissage. 300 mètres. Le moteur d'Howell toussa à nouveau, plus longtemps cette fois. L'hélice tournoya pendant 2 secondes avant que la puissance ne reprenne. Hayes s'aligna face au vent, essayant de minimiser la vitesse au sol à l'impact. Le bombardier descendit à travers 240 mètres, 210, 180. Le moteur d'Howell cala. Le silence soudain fut choquant. Le Pratt et Whitney Air 2800 qui avait rugi pendant les 3 dernières heures s'arrêta simplement. L'hélice continua de tournoyer mais sans puissance. Le P-47 devint un planeur de 7 tonnes avec de mauvaises caractéristiques de vol plané. Howell poussa immédiatement le nez vers le bas pour maintenir la vitesse air. Il aurait besoin de vitesse pour l'atterrissage. Trop lent et l'appareil décrocherait et ferait des tonneaux sur l'eau. Trop rapide et l'impact arracherait les ailes. 120 mètres. Hayes tira sur le manche, cabrant le bombardier. Le nez de l'appareil se releva. La vitesse air diminua. 220 km par heure. 205. 185. Le bombardier toucha l'eau. L'impact fut catastrophique. Le fuselage frappa la crête des vagues et toute la cellule fléchit comme une chose vivante. Des rivets sautèrent, des coutures se fendirent. L'eau explosa vers le haut en énormes panaches. Le bombardier ricocha une fois, 2 fois,
puis s'installa dans l'eau et commença à glisser vers l'avant dans un jaillissement d'embrun. À l'intérieur, l'équipage fut projeté vers l'avant contre leurs sangles. L'équipement se détacha et devint des projectiles. Le bombardier, le lieutenant Carl Vickers, sentit son épaule se disloquer lorsqu'il heurta le tableau de bord. Martinez, toujours en train de sortir de la tourelle ventrale, fut écrasé lorsque la tourelle s'effondra à l'impact. L'appareil glissa sur 275 mètres avant de s'arrêter finalement. L'eau commença immédiatement à s'engouffrer par centaines de fissures et de trous. « Tout le monde dehors maintenant !» cria Ace. L'équipage se précipita vers les sorties, la trappe supérieure, les fenêtres des mitrailleurs de sa bord, la trappe de nez. Morrison donna un coup de pied dans la trappe d'évacuation au-dessus de son siège et tira Ace vers elle. « Allez, skipper !» Ils tombèrent sur l'aile. Le bombardier s'enfonçait déjà, penchant à gauche où l'eau se précipitait par les sections endommagées. L'appareil avait peut-être 2 minutes avant de couler. À 180 mètres, Howell livra sa propre bataille. Le P-47 toucha l'eau le nez le premier à 165 km/h. Le moteur, pesant plus de 900 kg, s'enfonça comme une ancre. L'appareil bascula vers l'avant et Howell fut projeté contre le tableau de bord. Sa tête heurta le viseur. Du sang coula dans ses yeux. L'eau inonda le cockpit. Froid, d'un froid choquant. Howell haleta et tâtonna vers la poignée d'ouverture du cockpit. Ses mains étaient engourdies. Tout était engourdi. Il tira la poignée de secours et le cockpit se sépara. L'eau se précipita. Howell se poussa vers le haut et sortit, luttant contre le poids de son équipement de vol et de son parachute. L'appareil coulait rapidement, l'entraînant vers le bas. Il se libéra juste au moment où la queue disparaissait sous la surface. Il fit surface, haletant, et vit le bombardier à 365 mètres. Des hommes sautèrent des ailes dans l'eau. Des radeaux de sauvetage orange se déployaient. Au moins, une partie de l'équipement de secours fonctionnait encore. Howell gonfla son gilet de sauvetage Mae West et commença à nager vers le bombardier. Chaque brasse était une agonie. L'eau froide sapait ses forces. Ses bottes de vol semblèrent des poids de plomb. Il atteignit le radeau de sauvetage le plus proche et des mains le tirèrent à bord. Le visage de Ace apparut au-dessus de lui. « Jersey, espèce de fou, vous l'avez vraiment fait ?» Howell ne pouvait pas parler. Il tremblait trop du froid. Quelqu'un jeta une couverture sur lui. Ils comptèrent à les têtes. 8 hommes dans le premier radeau, 3 dans le deuxième, 11 au total, mais il devrait y avoir 10 membres d'équipage du bombardier et un pilote de chasseur. Cela faisait 11. Tout le monde avait survécu à l'atterrissage. « Attendez, quelqu'un manquait. »« Où est Martinez ?» exigea Ace. Silence, puis Donnelly parla calmement. « Il n'est pas sorti, skipper. La tourelle ventrale. » Ace ferma les yeux. 9 sauvés, 1 perdu. Les calculs de la guerre. Ils flottèrent dans l'eau froide de la Manche pendant 18 minutes avant que la vedette de sauvetage de la RAF ne les trouve. 18 minutes qui semblèrent des heures. Des hommes récitèrent des prières. Certains pleurèrent. Certains fixèrent simplement le ciel gris. Quand le bateau britannique s'aligna et commença à les hisser à bord, Ace s'assura que Howell passait en premier. « Cet homme, » dit Ace au marin britannique, « cet homme est resté avec nous sur 145 km, a combattu 20 chasseurs ennemis, est tombé en panne de carburant et a améri à côté de nous. Il a sauvé 9 vies aujourd'hui. » Le capitaine britannique regarda Howell trempé et grelottant violemment et hocha la tête. « Bien joué, Yank, vraiment bien joué. » 3 jours plus tard, Howell reçut la Distinguished Service Cross. La citation disait « Pour héroïsme extraordinaire au combat contre les forces ennemies ». Hayes et son équipage assistèrent à la cérémonie. Ils se tinrent au garde-à-vous et saluèrent tandis que la médaille était épinglée sur la poitrine d'Howell. Des années après la guerre, on interrogea Hayes à propos de ce jour. Il dit « Nous étions morts, nous le savions, tout le monde le savait. » Puis ce pilote dans un P-47 décida que nous ne mourrions pas ce jour-là. Il est resté avec nous quand il aurait dû partir. Il s'est battu pour nous alors que les chances étaient impossibles. Il a améri dans l'océan plutôt que de nous abandonner. Ce n'est pas du courage, c'est quelque chose au-delà du courage. Je n'ai pas de mots pour cela. James Howell retourna à la vie civile après la guerre et ne parla guère de son service au combat.
Quand on lui posait des questions sur la médaille, il changeait de sujet. Mais les hommes de l'équipage de ce B-17 n'oublièrent jamais. Chaque année jusqu'à sa mort en 1998, Howell reçut des cartes de Noël des familles des hommes qu'il avait sauvés. 9 vies, 145 kilomètres. Une décision qui définit ce que signifie être un guerrier.